Quel est le point commun entre Katie Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix, chargée des podcasts chez Mademoiselle, et je te présente aujourd'hui le 9e épisode de notre podcast de guerrière, Conquérante. Ce mois-ci, découvre Mathilde, la gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon. À 22 ans seulement, elle alterne entre son job à Lille et ses entraînements en club en Belgique pour préparer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Rien que ça. Mathilde se définit comme autoritaire sur le terrain et y a plutôt intérêt car le rôle de gardienne de but est un véritable pilier pour le reste de l'équipe. Elle te raconte tout, de son enfance très sportive passée loin de sa famille à sa passion pour le poste de gardienne. Et tu verras, elle est motivée comme jamais pour tout raser en 2024 et faire du hockey féminin un sport enfin reconnu en France. Je m'appelle Mathilde Pétriot, je suis sportive de haut niveau en hockey sur gazon et donc j'occupe un poste particulier, je suis gardienne donc, de l'équipe de France avec qui on prépare les Jeux Olympiques pour Paris 2024 et je joue aussi en club en Belgique au White Star. Waouh. Voilà. Impressionnant. Du coup, on va revenir un petit peu à ton enfance. Et est-ce que tu pourrais me raconter un premier souvenir qui est lié au sport ou comment tu étais quand tu étais sportive, petite ? Ouais, j'ai toujours été très sportive. J'ai commencé le sport très jeune. Et voilà, j'ai grandi dans un univers où mon papa était très sportif en fait. Il a fait beaucoup de foot, de rugby, de tennis. Et du coup, toute petite, mes parents nous ont mis au sport avec mes frères. Et j'ai testé plein de sports. Et mon premier souvenir avec le hockey, donc le hockey, j'ai commencé à l'âge de 10-11 ans. Mes premiers souvenirs, je dirais, c'est les fameux championnats de France où tu partais avec ton équipe dans le sud de la France, donc avec mon club qui était à l'époque en Normandie. Et où pendant un week-end, t'es avec plein d'enfants de ton âge, tu partages les mêmes sports et c'est trop chouette. Et dès petite, c'était le hockey ou quand tu dis que tu partais en championnat de France, dans le sud de la France ? Ouais, ça c'était pour le hockey, mais avant du coup j'ai fait plein de sports, mais j'ai pas trop accroché en fait. J'ai fait du tennis, du foot, de la danse, j'ai fait du basket, du badminton, j'ai fait énormément de sports où en fait j'accrochais pas, donc j'en faisais 6 mois, parfois 1 an, et soit ça matchait pas avec l'équipe, soit le sport en lui-même me transcendait pas. Et mon petit frère a commencé le hockey avant moi et son coach est venu me voir et m'a dit est-ce que ça te dirait de faire avec nous et d'essayer? Et j'ai dit allez, on se lance. Et du coup j'ai commencé dans le hockey et depuis j'ai pas lâché quoi. Et du coup c'était à partir de quel âge que tu as commencé la compétition? Alors, dès que j'ai commencé le hockey, finalement, comme le hockey, c'est un sport qui n'est pas extrêmement développé et popularisé en France, on accède assez vite au haut niveau, j'ai envie de dire. Donc, quand j'ai commencé, j'avais 12 ans, j'étais en classe de 6e ou 5e, je ne sais plus. Et tout de suite, on fait les championnats, donc c'est-à-dire que tous les week-ends, tu joues des matchs contre d'autres équipes. Tu as une équipe où nous, c'était des équipes mixtes, c'est-à-dire qu'on jouait avec des garçons quand on était jeunes parce qu'il n'y avait pas assez de filles en fait, dans le club pour... Okay. Donc, par exemple, au début, j'ai commencé, je pense que je devais être en U12 ou U14. Et du coup, comme on n'avait pas d'équipe féminine à l'époque, on avait une équipe avec des garçons où on partait en déplacement, on jouait des matchs amicaux le week-end. Et il y avait du coup ce fameux gros championnat de France où on représentait du coup l'équipe de Normandie. Étant peu de clubs en Normandie, du coup, beaucoup de filles du club représentaient l'équipe de Normandie féminine. Et du coup, on partait dans le sud de la France, donc à Bordeaux, on est parti à d'autres endroits aussi, pour faire des championnats de France sur un week-end et du coup affronter d'autres régions. Et c'est là que j'ai commencé à être du coup sélectionnée pour partir intégrer donc, l'équipe de France. Ok. Et comment ça se passe du coup cette équipe mixte là c'est quoi ton rapport avec les garçons du coup qui sont dans l'équipe aussi et les autres filles? Écoute, déjà j'en ai plus trop de souvenirs finalement parce que ça remonte à quand même assez longtemps. C'était il y a plus d'une dizaine d'années. Mais moi, je sais que j'aimais trop parce que ça mettait beaucoup plus d'intensité. C'est vrai que quand on n'était que 4 filles dans une équipe, c'était un peu difficile de s'entraîner, d'avoir du rythme. Et jouer avec des garçons, c'était bonne ambiance et sans trop de différence. En fait, tu jouais avec que ce soit des filles ou des garçons,
c'était cool et c'était nos potes, quoi. Donc, clairement, pas de différence et on s'éclatait tout autant. Ok. Et du coup, comment t'en es venu à ce stade à jouer en équipe de France de hockey? C'était quoi ton parcours pour arriver jusque-là? Alors, du coup, donc, j'ai joué en club à l'époque, donc en Normandie. Et suite à ces fameux championnats de France, moins de 14 ou moins de 16, j'ai été repérée et les coachs m'ont dit, si tu veux être en équipe de France, tu peux venir faire des sélections, mais tu peux aussi aller en sport-études, donc à l'internat à Lille. Donc c'est ce qui s'appelle le CREPS, où en fait c'est un petit peu comme un INSEP, où tu accueilles tous les sportifs de plein de sports différents. Alors l'INSEP, c'est l'Institut national d'éducation physique et sportive. Donc en fait c'est là que se préparent tous les athlètes pour les Jeux Olympiques. D'accord. Donc il y a des Teddy Riner qui sont là-bas, tous les grands athlètes en fait français s'entraînent. Donc c'est une structure qui est sur Paris, structure sportive qui en fait prépare et donc propose des aménagements, offre les locaux, les terrains pour les sportifs. Il y a des grosses salles de musculation, un suivi, etc. Et en fait à petite échelle, les CREPS c'est la même chose mais à hauteur régionale. Donc c'est une unité sportive où il y a plein de sports. Et donc moi je suis partie à Lille pour ma première année de lycée, donc en seconde. Et j'ai fait là-bas mes années lycée, donc dans ce CREPS où il y avait du volley, du basket, de l'athlétisme et du coup le fameux pôle hockey sur gazon féminin, donc qui est le seul en France. Donc c'est le seul endroit où tu peux être en internat sport-études en hockey sur gazon en France. Et donc c'est ce qui m'a permis de progresser, j'ai envie de dire, parce que du coup tu as un rythme intensif où tu es 20 heures par semaine sur le terrain. Et à côté de ça, tu as un rythme de lycéen classique où tu vas au lycée aussi et tu suis tes 30 heures de cours par semaine. Donc c'est assez intensif, mais tu t'investis tellement là-dedans que forcément, tu as une marge de progression qui est énorme et tu progresses de fou. Et donc suite à cette intégration en centre du CREPS, donc en sport-études, j'ai intégré l'équipe de France moins de 18 ans et l'été suivant, l'équipe de France moins de 21 ans. Et en fait, très vite, j'ai été surclassée et j'ai été en équipe de France A. Et à 17 ans, j'étais gardienne de but de l'équipe de France adulte. D'accord. Et donc, comment tu te sens comme ça quand tu es éloignée de ta famille, tu vas en internat pour faire du sport intensivement? Qu'est-ce que ça fait? C'est particulier parce que tu quittes tout, tu n'as plus de repères et tu arrives dans un environnement où tu as des paillettes dans les yeux parce qu'en fait, c'est tout ce que tu as toujours voulu faire que du sport tout le temps. Tu es avec des gens qui partagent aussi la même passion que toi, donc qui font aussi du hockey et qui sont là pour les mêmes raisons que toi. Et tu as des gens qui ont aussi d'autres ambitions dans d'autres sports, mais finalement, tu partages les mêmes valeurs dans le sport. Et du coup, c'est hyper enrichissant. Et moi, j'ai adoré cette expérience. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'éloignement, ça n'a pas toujours été facile. J'étais souvent au téléphone avec mes parents. Mais j'ai fait l'insertion en sport-études assez progressivement, je dirais. C'est-à-dire que la première année, j'étais encore licenciée dans mon club en Normandie. Donc, tous les week-ends, je rentrais pour jouer en fait en Normandie. Donc, je rentrais tous les week-ends et ça me permettait de vivre un peu mieux l'éloignement. Et les années suivantes, j'étais plus dans le nord, donc à Lille, parce que j'avais un club du coup à Lille. Donc je rentrais pour les vacances scolaires. Mais mes parents venaient aussi me voir. Et bon, l'éloignement, tu le vis bien parce que tu sais pourquoi t'es parti et tu t'éclates dans ce que tu fais au quotidien. Donc j'ai pas mal vécu le départ, même si c'est vrai que je suis partie assez tôt, parce que je suis partie de chez mes parents, j'avais 14 ans. Ouais, quand même. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers, du coup, gardienne de but? Alors, depuis que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours un peu voulu intégrer ce poste qui est assez particulier parce que tu as une dimension à la fois individuelle et à la fois collective. Donc tu es là au service d'un groupe, tu travailles pour les mêmes objectifs, mais en même temps, le gardien, c'est vachement... on dit un peu c'est un sport individuel dans un sport collectif, mais tu es à part, tu as quand même aussi beaucoup de responsabilités. Ouais. Dans le sens où, voilà, quand t'es jeune, c'est aussi pas facile parce que tu prends un but, c'est direct, c'est la faute du gardien, et sans trop comprendre, non, c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres erreurs avant. Et donc, c'est aussi un sport où il faut avoir les épaules solides, je pense. Et donc, au niveau des responsabilités, c'est intéressant. Mais tout de suite, ça m'a intéressée. Et il y avait cette dimension moins athlétique et endurante, mais beaucoup plus explosive, beaucoup plus... solide, j'ai envie de dire, qui m'a tout de suite intéressée. Donc même quand je jouais au foot avec les copains, j'adorais aller dans le but. Et du coup, j'ai commencé le hockey et je pense qu'au bout de 6 mois, je me suis mise dans les buts. Et en plus de ça, c'est un truc qui me plaisait et dans lequel j'étais plutôt forte. Et du coup aussi, c'est gratifiant de te dire que tu fais un truc qui te colle à la peau et où tu performes. Donc
T'as un entraînement un peu particulier, un peu différent des autres du coup, vu que t'es un peu individuel dans un sport collectif? Ouais, on a toutes les dimensions de préparation physique. Il y a un tronc commun, la musculation, les courses qui sont les mêmes que les joueuses, on va dire. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'équipe de France. Mais on a une dimension un peu plus explosive à travailler, où du coup on va faire des exercices adaptés qui sont fidèles un peu à notre poste en fait, parce que nous on va pas beaucoup se déplacer pendant le match, mais quand on va se déplacer il va falloir que ce soit très tonique, très explosif, et du coup par rapport à ça des fois il y a des exercices qui sont adaptés en musculation, qui sont adaptés aussi en course, et j'ai aussi une fois par semaine ou parfois en plus en fonction des périodes, des entraînements spécifiques gardiens, où là du coup j'ai juste mon coach, donc il y a un coach gardien spécifique et moi, ou alors on est 2 gardiens à s'entraîner. Et du coup, c'est que des balles, on répète de la technique. Et c'est vraiment individualisé autour du gardien, ces entraînements-là. Mais c'est une richesse folle. Enfin, c'est des entraînements, tous les gardiens n'ont pas la chance d'en avoir. Et vraiment, c'est là que tu apprends le plus. Après, il y a aussi l'expérience, les matchs. Mais quand on s'entraîne avec les filles, c'est plein d'exercices, elles nous tirent dessus. Et t'as pas le temps de te concentrer sur toi. Et le fait d'avoir un exercice vachement individualisé ou un entraînement où tu vas être 1 heure, où tu vas penser à ta technique, et voilà, c'est vraiment cool. Donc c'est ça la particularité des entraînements de gardien, c'est que vraiment tu peux être plus plongé sur toi et concentré sur toi et ta technique, ce que tu fais. Ok. Et du coup, donc, tu me disais que tu es en équipe de France et vous préparez les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est un métier dont on vit aujourd'hui en France d'être hockeyeuse professionnelle? Malheureusement non, du coup en fait c'est un sport qui est pas qualifié de sport professionnel. En fait c'est un sport qui est amateur en France. Déjà comme beaucoup de sports féminins, au niveau de la reconnaissance, on gagne pas du tout d'argent, il faut le dire. Il y a quelques filles qui vont être payées en France, mais c'est assez rare. En équipe de France, ils essayent de faire des participations, on va dire, en fait. Mais là, actuellement, en équipe de France, on a une équipe de France très jeune, ce qui fait qu'on est toutes étudiantes. Donc moi, je suis jeune diplômée et je commence à travailler. Mais c'est vrai que sur un collectif de 25 joueuses, je pense qu'on doit être 5 à travailler. Et les autres sont étudiantes. Donc au niveau des études, elles ont des aménagements et c'est assez chouette. Mais nous, au niveau du boulot, c'est vrai que c'est plus difficile de se libérer. Forcément, si tu te libères, tu pars 2 semaines en compétition, et ben c'est 2 semaines où tu travailles pas, donc 2 semaines où t'es pas payé. Donc par rapport à ça, on a des sortes de dédommagements et d'indemnités qui sont vues avec la fédération. Mais c'est vrai qu'ils nous aident de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas payé pour jouer au hockey en France, dans les clubs et en équipe de France. C'est plus de l'indemnisation. Et au niveau donc d'où mon départ un peu aussi en Belgique. Donc actuellement, je joue dans un club en Belgique. Parce qu'on peut être en équipe de France, donc en équipe nationale, et à côté aller jouer où est-ce qu'on veut dans le monde. En fait, ça n'a pas du tout d'importance. Et je suis partie en Belgique parce que du coup, il y a cette dimension un petit peu plus professionnelle. Donc en Belgique, on peut qualifier le monde du hockey de monde semi-professionnel, au moins pour les filles, et professionnel pour les garçons, je dirais. Où c'est vraiment des contrats où tu peux en vivre, où on va te fournir un logement, où on va te fournir une voiture de fonction. Enfin, t'as beaucoup plus, c'est un peu plus gratifiant de ce côté-là, et il y a une meilleure reconnaissance, mais parce que il y a plus de visibilité, parce que c'est un sport qui est plus développé là-bas, il y a plus de résultats, donc forcément, tout en découle. Ok. Et du coup, est-ce que toutes les joueuses de l'équipe de France doivent s'entraîner à l'étranger? Bah, du coup, on tend vers ça. Disons que le sport étant peu développé en France, le niveau du championnat n'est pas fidèle à ce qu'on attend au niveau international. Donc, quand on prétend à se qualifier pour les Jeux Olympiques, quand on fait des Coupes d'Europe l'été, il faut qu'il y ait une certaine intensité et un niveau d'exigence sur l'année, et jouer en championnat de France actuellement ça nous offre pas cette intensité de jeu, donc c'est pour ça qu'on part beaucoup en Belgique, donc même dans d'autres pays à l'étranger. C'est énormément développé aux Pays-Bas aussi, le hockey. Donc actuellement on est 8 je pense joueuses de l'équipe de France à être en Belgique. Il y en a 2 qui sont en Allemagne, 3 aux Pays-Bas, 1 en Argentine. Donc finalement voilà, il y a encore 2-3 ans on n'était que 3-4 à être en Belgique. Moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de mettre de l'intensité dans tous les entraînements. Mais voilà, ça demande des sacrifices parce qu'évidemment, il faut partir de la France. Donc, il y a beaucoup de filles qui vont déménager, aller vivre en Belgique. Ou alors, moi, pour ma part, c'est me faire plein de kilomètres à la semaine. Je pense que je fais plus de 1200 kilomètres par semaine parce que je fais 4 allers-retours
Lille-Bruxelles par semaine, donc c'est fatigant. Tu pars de Lille, il est 17h après le taf et tu vas à Bruxelles pour avoir entraînement de 19h30 parce que tu tapes évidemment les bouchons, pour avoir entraînement de 19h30 à 22h et du coup tu rentres chez toi le soir, il est 23h30 minuit, t'es crevé, le lendemain il faut se réveiller pour aller au taf, donc c'est aussi très fatigant, très prenant, mais enfin si on le fait c'est qu'on aime ça et qu'on y croit aussi et qu'on sait que c'est ce qu'il faudra faire et c'est le sacrifice qu'il faut faire pour derrière atteindre un meilleur niveau et le haut niveau. Et du coup, comme vous êtes un peu tout éclaté dans le monde, enfin au moins en Europe, comment ça se prépare les Jeux Olympiques en équipe ? Ouais, alors du coup c'est assez particulier. Tout ce qui est dimension préparation physique, c'est vachement individualisé. Donc ils partent du principe qu'on est très autonome dans notre préparation. On a un plan de préparation physique qui est vraiment établi à la lettre et on a un préparateur physique qui va nous envoyer chaque semaine le programme physique de la semaine dans lequel on va avoir généralement 2 séances de muscu et 2 séances de footing. Et ces séances de muscu, on doit les réaliser en individuel ou alors si j'ai une copine de l'équipe de France qui habite à 200 mètres de chez moi, évidemment on y va ensemble et c'est plus sympa, mais généralement c'est tu vas toute seule, on doit se filmer pendant les séances pour qu'évidemment ils puissent corriger nos postures. Du coup c'est assez drôle parce que tu es obligé de mettre ton téléphone dans un coin de la pièce, te filmer pendant que tu fais ton exercice. Mais en fait ça permet d'avoir un suivi à distance, c'est ça, un suivi et qu'eux ils aient une vue sur ce qu'on fait et qu'ils puissent nous corriger parce que faire attention aux positions en muscu, aux postures et au niveau des footings, pareil, on met l'application Runtastic, ça permet au coach de voir, on a aussi des capteurs cardiaques en fait, donc qui permettent de voir la fréquence cardiaque qu'on avait, l'intensité qu'on a mis pendant nos courses et ça permet à distance du coup pour eux d'évaluer tout ça, de voir comment on progresse. Ça reste très surveillé en fait. Oui, ça reste un encadrement. On a la chance d'avoir un staff qui est super présent et qui est super investi. Et que ce soit du côté préparateur physique que du côté tactique, ils sont toujours là à nous suivre. Le coach il essaye de venir nous voir pour nos matchs de club, pour voir comment on évolue. Je sais que tous les week-ends, ils regardent nos vidéos, donc nos performances de club, pour voir comment est-ce qu'on évolue sur l'année et qu'on garde un niveau constant. Donc voilà, donc il y a quand même une supervision professionnelle et où on sait qu'on est bien entouré et qu'on est suivi. Et c'est cool parce que ça donne un cadre plus professionnel, même si du coup on est dans une dynamique amateur parce qu'on ne gagne pas l'argent comme je disais tout à l'heure, mais en même temps si on veut tendre vers les Jeux Olympiques, il faut qu'on ait ce cadre professionnel et c'est ce qui nous apporte. Et est-ce que remporter quelque chose aux Jeux Olympiques, ça pourrait permettre de professionnaliser du coup le sport en France, de donner plus de visibilité ? On espère actuellement la politique de développement à la Fédération française, c'est vraiment faire en sorte que le hockey se développe et que ça devienne de plus en plus accessible à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il n'y a pas des terrains de toutes les villes, donc il y a des clubs qui se créent, le développement il est en train de se faire, mais le truc c'est que pour le développement il faut de la visibilité et pour la visibilité des fois il faut des résultats et donc c'est compliqué au niveau de la médiatisation parce que il y a aussi des questions de budget ou voilà au niveau du ministère des Sports, il faut trouver l'argent, il faut trouver des sponsors pour créer des stages. Donc, c'est beaucoup de choses à prendre en considération, mais le développement, il est là, il se fait. Et il y a cette dynamique Paris 2024 qui est lancée et on voit qu'au niveau du comité olympique, ça bouge, que la ville de Paris a envie de faire les choses bien. Il va y avoir un stade qui va être créé du coup, pour les Jeux Olympiques du côté de Colombes. D'accord. Et où en fait, un stade de hockey. Un stade de hockey, voilà, qui va être vraiment fait pour les Jeux Olympiques et qui en fait, au niveau de la programmation, est prévu pour quelques années avant les Jeux. Je pense au moins 2 ans. Où à côté, ils veulent mettre en place une structure aussi d'hébergement où du coup, on se retrouverait au moins 1 an avant les Jeux Olympiques, tout ensemble, pour vivre ensemble pendant 1 an et préparer au mieux les Jeux. Wow. Donc, s'entraîner tous les jours, 2 fois par jour. Trop bien. Donc au niveau structurel, ça se développe en France, au niveau organisationnel, il y a vraiment un développement qui se fait et bien sûr l'idée c'est de par les Jeux en France de donner une meilleure visibilité du hockey à l'international et surtout en France pour le développement. Et du coup, c'est peut-être une question que j'aurais dû te poser dès le début, mais est-ce que tu peux définir ton sport, donc le hockey, parce que moi je connais un petit peu, parce qu'effectivement c'était un sport qu'on jouait je me souviens quand on était en primaire où on avait des cours de sport de hockey, donc je vois à peu près ce que c'est, mais est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu aux auditeurs et auditrices ? Oui, bien sûr. C'est drôle que tu dises ça, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles finalement qui font pratiquer le hockey sur gazon, honnêtement très peu je pense en France. Alors le hockey sur gazon, c'est un sport donc collectif. On joue à 11 contre 11 sur un terrain. Donc c'est des équipes de 11 où il y a 10 joueurs et un gardien de but. Le gardien de but, il va être équipé à peu près comme un gardien de hockey sur glace. Donc protection totale, les jambes,
le corps et on joue avec une crosse. Donc la crosse, c'est une sorte de bâton qui est incurvé au bout, donc qui fait un peu comme un point d'interrogation, je dirais. Une virgule. Voilà, une sorte de virgule qu'on appelle le bec et qui va permettre de bouger la balle. Donc on joue avec une balle. Cette crosse, du coup, elle a un côté qui est plat et un côté qui est rond. Et on aura touché la balle qu'avec le côté rond, ce qui fait le côté plat. Je dis des bêtises. C'était pour voir si tout le monde y va. Avec le côté plat. Et du coup, voilà. Donc c'est un sport qui allie énormément la technique parce que du coup, il faut vraiment bien dribbler avec cette balle. La balle, elle est au niveau de la représentation de la balle, c'est un peu comme la taille d'une balle de tennis, mais ça ressemble à une balle de golf. Donc c'est assez dur. Et donc c'est assez rapide finalement. Donc au niveau des tirs, ça peut atteindre 100-150 km/h facilement. Donc c'est assez puissant. Puis si c'est dur, il faut pas s'en prendre une dans la tête. Quoi. C'est ça. Après, au niveau du jeu, donc on n'a pas le droit de mettre la balle en hauteur, sauf pour tirer au but. Et pour tirer au but, il faut être dans une sorte de demi-cercle qu'on appelle la zone. Donc les buts sont plus grands par contre qu'au hockey sur glace. C'est un peu la taille des buts de hand, c'est-à-dire ça fait 3 mètres sur 2 mètres. Et il faut être en fait dans cette fameuse surface de respiration, donc ce cercle, pour pouvoir tirer au but. Et après, voilà, tu fais des passes, tu vas de l'autre côté, tu dribbles et tu cours. Voilà, on utilise nos jambes, on n'a pas... C'est vrai que généralement, quand on fait du hockey en France, c'est « Ah, tu fais du hockey sur glace ?» Non, du hockey sur patin ou sur roller ? Non plus, non. En fait, on utilise nos jambes, on est sur un gazon synthétique et c'est vraiment du coup cette dimension athlétique où on va vraiment être très, très, très explosif. Il va y avoir énormément de changements aussi. C'est pas comme au foot où au foot, ils ont le droit qu'à 3-4 changements par match. Nous, au hockey... Généralement, les joueurs, ils vont rentrer 5 minutes, ils vont courir comme des malades partout, ça va être hyper intensif, et après, ils vont sortir et ils vont re-rentrer. C'est du changement constant, donc c'est énormément endurant. Et il y a la dimension, du coup, technique à allier à la course, parce que tu as cette balle où il faut dribbler avec et aller marquer des buts. Et est-ce que c'est un sport aussi de contact ? Parce que, enfin, je sais pas, moi j'ai l'image dans les films américains où elle joue au hockey et c'est un peu hardcore et il y a pas mal de contact aussi. Est-ce que c'est la réalité ? Le contact physique n'est pas accepté, donc évidemment au niveau de l'arbitrage c'est sanctionné, mais après évidemment il y a des jeux d'épaule contre épaule. Au niveau du contact, j'ai envie de dire c'est un peu comme au foot. Okay. Il y a un peu moins de simulation, mais c'est vrai que... Mais c'est... Enfin, évidemment, il y a des épaules contre épaules, mais t'as pas le droit de mettre des coups de poing comme au hockey sur glace dans certains pays. Non, c'est physique parce que tu vas évidemment avoir des contacts et il faut t'imposer physiquement parce que si t'es un petit gabarit, quelqu'un arrive et te met un coup d'épaule, tu tombes par terre, ça va pas le faire. Mais non, sinon, t'as pas le droit d'avoir cette dimension physique où vraiment tu vas volontairement aller attaquer la personne, non. C'est plus au contraire un sport d'évitement où t'as la balle et faut pas foncer dans l'adversaire sinon il va te choper la balle. Donc c'est... Du coup tu m'en avais un petit peu parlé, mais est-ce que face aux garçons avec qui tu jouais, parfois tu t'es senti un peu comme une exception sur le terrain de sport ou jamais, ou ça a toujours été naturel ? Non, ça a toujours été naturel. J'ai eu plusieurs fois, tu vois, l'occasion de m'entraîner avec des mecs, par exemple. Des fois, quand on était à l'internat, on jouait avec les garçons. Quand j'étais jeune aussi, on s'entraînait avec les garçons. Par exemple, même à mon club, tu vois, mon entraînement gardien que j'ai, c'est avec un gardien mec. Mais après, quand j'étais jeune, il n'y a pas eu de problème et de différence à signifier. Enfin, on jouait ensemble, on fait la passe. C'est une fille à qui on fait la passe ou c'est un mec à qui on fait la passe, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas de différence. Et le hockey, c'est un sport qui est hyper ouvert. Enfin, tu veux taper la balle, tu tapes avec qui tu veux. Y a pas de... Tu peux aller sur le terrain et faire des passes avec un mec. Enfin, il n'y a pas du tout de sexisme et de classification, j'ai envie de dire. C'est assez rare, c'est trop cool du coup. Ouais, c'est cool. En fait, c'est un sport qui est en plus de base féminin, je dirais. D'accord. Il y a énormément de pays où c'est plus développé chez les femmes que chez les hommes. Nous, en France, c'est l'inverse. Donc, il y a une politique de développement autour donc, du développement féminin. Parce que l'idée, c'est... que pour les Jeux de 2024, il y a autant de filles licenciées que de garçons licenciés. Ok, et ça c'est une initiative de la part de qui ? De la fédération du coup, et du coup il y a énormément de pubs et de choses qui sont développées pour faire en sorte que les filles s'inscrivent au hockey sur gazon, parce qu'en fait
enfin déjà s'inscrivent au sport. Je pense qu'il faut déjà, la dynamique en France fait qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de filles qui s'inscrivent au sport. Et ils continuent le sport après. Le sport, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut que les structures soient adaptées, qu'il y ait les équipes adaptées et tout. Et par exemple, il y a des événements qui étaient organisés par la Fédération française où c'était invite ta copine, où du coup toutes les petites filles qui faisaient du hockey en club, elles devaient inviter une copine et lui faire découvrir son sport. Et donc voilà. Mais c'est aussi important pour nous, tu vois, joueuses de l'équipe de France. Si derrière, il n'y a pas beaucoup de filles en France qui font du hockey sur gazon, ça va être compliqué d'avoir des filles qui ont le niveau pour nous rejoindre et du coup d'atteindre ce haut niveau. Plus on va être de filles à jouer au hockey en France, plus il va y avoir une sélection importante, plus le niveau va être haut et du coup, plus on va pouvoir prétendre à jouer au haut niveau et être dans les meilleures nations mondiales. Donc voilà. Donc mais sinon, non, enfin, tu joues avec les garçons, il n'y a pas de souci et ça s'est toujours super bien passé. Et c'est trop bien. C'est toujours hyper ouvert et eux, ils s'en fichent d'avoir une fille ou un garçon avec qui ils jouent. Tant qu'on joue, on est content. Ok. Est-ce que tu as déjà eu des stéréotypes quand tu dis que tu fais du hockey sur gazon en soirée ou voilà? Est-ce qu'il y a déjà des stéréotypes qui sont ressortis? Du coup, les fameux tu fais du hockey sur glace, ah non, sur roller. Donc voilà, donc les gens connaissent pas trop. Comme c'est un sport qui est pas trop développé en France, c'est vrai que généralement, quand tu es en France, c'est qu'on te pose la question. Faut vraiment expliquer, etc. En Belgique, à l'inverse, c'est hyper connu. C'est tu fais du hockey, trop chouette, je connais un tel qui fait du hockey. Donc c'est vraiment deux mondes totalement différents. Mais après, au niveau des stéréotypes, je sais pas. Je dirais que non. Peut-être plus au contraire par rapport à mon poste de gardienne, tu vois. De se dire, t'es gardienne, c'est que t'es un peu cinglée quand même pour te mettre dans les buts et te faire allumer. Donc ça, par rapport à ça, oui, t'as des étiquettes. Les gens, ils disent, les gardiens, ils sont totalement fous. Ils vont dans les buts, ils se font allumer, que ce soit dans n'importe quel sport. Hein. Mais il y a une part de danger où on aime ça, on aime un peu se faire allumer et être infranchissable, tu vois, à tout arrêter. Mais du coup, c'est plus par rapport à mon poste, je dirais, où en fait, le poste de gardien, c'est assez particulier parce que du coup, il y a cette dimension individuelle où je te disais au début. Mais sinon, en soi, voilà, je dirais que c'est à peu près tout. Ok, très bien. Et est-ce que tu peux me dire la plus belle rencontre que tu as fait grâce au sport? Alors, c'est particulier comme question parce que je dirais que donc des rencontres, j'en ai fait plein. Et finalement, j'ai eu plein de rencontres qui m'ont permis de grandir, de m'enrichir. Et j'ai pas eu, tu vois... un coup de cœur. En fait, par exemple, je vais prendre le groupe dans lequel on est en équipe de France. On est un groupe de nanas où on est toutes différentes. On a, en dehors du hockey, on a toutes nos personnalités et on est différentes. Et c'est vrai qu'il y a certaines nanas où tu pourrais te dire, j'aurais pas pu être copine avec à l'extérieur, mais comme c'est ta pote et que tu fais partie de la même équipe qu'elle et qu'on se bat tous les jours pour la même chose, et ça crée forcément des liens. Donc, c'est le genre de rencontres où je dirais que c'est des rencontres assez atypiques parce que tu t'es amené à rencontrer, à partager des choses avec des gens qui, des fois, te ressemblent pas vraiment. Des gens avec qui tu te dis, ça va peut-être pas matcher en dehors du hockey, mais dans le monde du hockey, ça matche tellement parce que tu partages des valeurs, tu partages des choses, des projets, des ambitions. Et du coup, c'est plus ça, ces rencontres de performance qui font que tu veux vraiment performer pour la même chose et te battre pour la même chose au quotidien. Donc voilà, je dirais, c'est toutes les rencontres et l'équipe en particulier là-dedans. Vous restez vraiment soudés malgré le fait que vous soyez pas tout le temps ensemble. Ouais, bien sûr. Même, tu vois, toutes les rancœurs, tu les mets de côté. Tu t'es embrouillé avec tu as eu un problème avec une nana à l'extérieur du terrain. 2 heures après, t'as un match, tu joues, je sais pas, l'équipe d'Écosse. Tu sais très bien que si tu dois finir ventre à terre et te défoncer sur le terrain, c'est pour ta copine. Et même si tu t'es engueulé avec elle juste avant, et même si vous avez des différends en dehors du terrain, non, t'es sur le terrain, on se bat pour la même chose, on porte le même maillot et c'est ça. Il y a une soude, sororité, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ok, trop bien. Et juste, c'est quoi ton rapport à la compétition? Est-ce que t'es quelqu'un de compétitif? Ah oui, je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif, parfois même un peu trop, je pense. Pourquoi trop? Parce que je peux être du genre à, même si on joue avec des copains à un jeu, je peux être mauvaise joueuse et vouloir gagner à tout prix. C'est vrai que je suis un peu une conquérante, on va dire. Ça tombe bien. Mais c'est vrai que la dimension de compétition, elle est présente au quotidien dans tout ce que j'entreprends. Dès que je fais un truc, j'ai envie de le faire à 3000%, j'ai envie que ce soit bien fait et ça montre aussi une certaine rigueur. Mais dans la compète, tu te bats, c'est pour gagner, quoi. Après,
t'apprends à perdre aussi dans le sport et c'est un truc qui t'enrichit et qui te fait sortir plus grand. Mais moi, je sais que si je monte sur un terrain, c'est pour tout défoncer et pour prendre aucun but. Et la compétition, ouais, c'est un truc... Enfin, je vis la compétition, quoi. Trop bien. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as, par exemple, un exemple de pep talk qu'on t'a donné et qui t'a marqué particulièrement, ou le meilleur pep talk de ta vie? Une petite phrase... Ouais, un truc qu'on t'a dit avant de rentrer sur le terrain. Ouais, et que tu j'en ai dire, peut-être deux ou qui me parlent. La première, c'est une copine de l'équipe de France qui avait sorti ça quand on était en vacances ensemble et elle avait commencé à m'appeler le mur. Et du coup, c'est un peu resté genre t'es un mur. Et du coup, j'aime bien cette dimension où vraiment c'est. Mais il y a beaucoup de gardiens qui portent finalement cette appellation parce que c'est vraiment, il faut être infranchissable et du coup, c'est brique par brique. Tu mets un mur dans ta cage et vraiment personne ne vient marquer. Et du coup, j'aime bien ça et c'est un peu resté. Et c'est vrai que des fois, même, je me le dis à moi-même sur une phase particulière d'un match. Je dis, allez, Matt, t'es un mur et. Genre, ça me met dedans, tu vois, ça me solidifie et ça me fait comprendre que vraiment rien peut passer. Et l'autre un peu plus personnel du coup, où quand j'ai commencé le hockey, c'était assez frustrant au début parce que du coup je jouais dans un club en Normandie, un petit club, mais on était en première division et c'était trop chouette. Et c'est un club dans lequel j'ai toujours été trop bien et c'est hyper familial et super ambiance. Et mon coach qui était là-bas... m'avait beaucoup guidée parce qu'en fait j'ai débarqué, j'avais 14 ans quand j'ai joué avec l'équipe de France, l'équipe de mon club là-bas adulte. Okay. Et du coup à 14 ans j'étais dans les buts, à jouer en première division française et on jouait contre des clubs où vraiment des clubs le Stade Français, enfin les meilleurs clubs de Lille, vraiment les super clubs. Et la première année où on a joué en élite, on se prenait des 20-0 à tous les matchs, vraiment c'était l'enfer. J'étais au bout de ma vie, je prenais plein de buts, des caisses, ça n'arrêtait pas. Et mais je faisais du coup des super matchs et c'est comme ça que j'ai progressé et ça a été un enrichissement de malade. Et en fait mon coach il venait tout le temps me dire, il me disait t'inquiète Mathilde, petit oiseau deviendra grand. Et c'était vraiment le truc où ça m'a carrément inspirée, genre je me raccrochais à ça et je me disais ouais ok c'est dur mais ça va le faire quoi. Ça va t'apprendre quelque chose. Ouais. Et du coup, cette phrase, elle est toujours restée et elle est marquée, quoi. Et maintenant, t'as un grand oiseau, apparemment. J'ai grandi, c'est sûr, et ça y est, je vole de mes propres ailes, mais l'objectif, c'est d'aller plus haut, toujours plus haut, et voilà, les Jeux Olympiques, on les voit et on veut les atteindre, mais il y a encore du taf à faire pour ça. Trop bien. Merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup d'être venue et merci à Éléonore qui était là. Donc il m'a envoyé. Ouais c'est ça. Elle m'a envoyé un mail en me parlant de toi. C'est ta copine. Et donc voilà. Et c'est comme ça qu'on est rentrés en contact. Et elle était là pendant l'enregistrement de ce podcast. Donc ça me fait super plaisir de vous avoir eu toutes les deux. C'était vraiment super intéressant. Et puis je te souhaite. Merci beaucoup. Merci les JO. Ouais, carrément. Merci. Merci à Mathilde d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si tu veux participer, n'hésite pas à envoyer un mail à jeffaitça@mademoiselle.com en mettant en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Tu trouveras toutes les infos de cet épisode dans les notes du podcast et je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.